Allez, salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans N1, c'est le podcast NBA et WNBA. On se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle semaine d'actualité autour de la NBA et on a un invité qu'on va vous présenter dans quelques instants. Juste avant ça, il est là toutes les semaines, c'est mon acolyte, c'est Yannick. Salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Écoute, pleine forme pour cette nouvelle semaine qui débute avec encore une fois de la NBA. Et plus les semaines passent, plus on se rapproche des playoffs. L'odeur du sang, l'odeur de la sueur, des bagarres. Il y en a un petit peu plus cette année, ça fait plaisir. Enfin des bagarres. Tu vois, on sent la retraite de ton GOAT, chéri. Bon, allez, j'ai dit la semaine dernière que je ne rebondissais plus sur tes attaques par rapport à ça, donc je vais tout de suite vous présenter notre invité cette semaine. C'est un plaisir de l'avoir. On va tout vous expliquer, mais déjà, on l'accueille avec plaisir. C'est Jérémy. Salut Jérémy. Salut Chris, salut Yaya, et merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, merci à toi de prendre le temps d'être avec nous et surtout avec les auditeurs auditrices du podcast N1. Alors, Jérémy, c'est le fondateur, tu me dis si je me trompe, on va te laisser te présenter évidemment, mais tu es le fondateur du site internet qui s'appelle bleublanc-dunk.com et de la page X Twitter, vous l'appelez comme vous voulez, qui a le même nom. Alors je sais pas si tu es sur Instagram ou sur d'autres réseaux, moi je sais que je t'ai découvert sur X. Je suis que sur X, j'ai tenté Instagram, j'ai tenté TikTok, mais c'est pas fait pour moi et du coup, j'ai pas forcément le temps de tout faire, donc je suis resté que sur X, qui est quand même un sacré média dans la NBA aujourd'hui. Yes, carrément. Et donc du coup, Jérémy, avec ton site et ton média X Bleu Blanc Dunk, tu t'es mis dans la petite niche qui devient de plus en plus grande, des Français en NBA. Et donc, tu proposes à tous les gens qui te suivent, les résultats, les statistiques, les records de nos, il y en a combien? 21 Français là cette année en NBA. C'est exactement ça. Maintenant, il y en a 21 avec l'arrivée de Olivier Sarr, pardon, et puis bien sûr Kylian Hayes qui est aussi revenu. Donc ça fait 21. Ouais, Kylian Hayes qui a signé un contrat garanti, jusqu'à la fin de saison, et puis 2 saisons même, je crois. Ouais, c'est 2 saisons. Ouais, et Olivier Sarr, pour l'instant, qui n'a pas encore foulé les parquets, qui est que avec les G-League chez les Chargers de Cleveland, mais qui fait des beaux matchs chez les Chargers. Mais il a pas signé à Toronto? Alors, non, Cleveland. Cleveland? Ok. Ouais, Cleveland. Ok, autant pour moi. Et du coup, donc Jérémy est avec nous dans cet épisode où on va évidemment faire un focus sur cette saison NBA et sur nos bleus. On va faire un épisode quasiment 100% bleu, peut-être même 100% bleu. On a quand même pas mal de points à aborder. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous proposer un petit peu cette émission, on va te laisser te présenter un petit peu, Jérémy. Donc ta carte blanche, soit tu te présentes personnellement, tu présentes ton média, tu présentes les deux. On te laisse la piste là pour quelques instants. Et après, évidemment, on aura 2-3 petites questions à te poser. On va chercher à voir. Écoutez, moi c'est simple, c'est Jérémy, j'ai 44 ans, je suis papa de 3 enfants, j'habite dans le sud de la France. J'ai fait pas mal de sport dans ma vie, on va dire, de tous les jours, et j'ai même eu la chance de passer 2 ans à l'INSEP où j'étais dans le couloir en face de la chambre de Tony, de Boris et de Ronny Turiaf. Donc j'ai toujours adoré le basket et c'était un grand moment. Alors moi je faisais pas du basket, je faisais de la voltige équestre. J'étais au pôle France de voltige équestre. J'étais en équipe de France et franchement forcément ça marque quand on voit en plus ce que Tony a fait. Et puis la vie a fait que j'ai arrêté ma carrière de sportif. J'ai une deuxième passion qui est l'informatique. Et puis voilà, je suis aujourd'hui cadre chez Orange. Je m'occupe du décommissionnement du cuivre. Vous savez, on enlève le cuivre dans toute la France. Donc c'est Orange qui pilote ça. Et puis voilà, j'ai 3 enfants. Les enfants grandissent. Je reprends le sport. Je me remets au basket parce que voilà, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis je vois les JO. Puis je vois la saison là qui commence avec une super draft encore pour des Français. Et je pars du postulat de me dire tiens, le matin quand je me lève, j'arrive pas à trouver à un seul endroit juste un récap de mes Français. Et ou alors c'est compliqué, il faut cliquer à plusieurs endroits et comme je suis un fourre-tout, j'essaye plein de trucs, j'ai un serveur à la maison, je commence à me dire tiens, je monte une petite appli tranquille pour moi, je vais chercher les résultats sur ESPN, puis je vois ce que ça donne. Puis finalement c'est une bonne tronche. Bon, je me fais aider de l'IA. Parce que voilà, ça existait pas à l'époque. Moi, j'ai un diplôme d'informaticien il y a 20 ans, ça existait pas. Puis waouh, l'IA, ça envoie du lourd quand même. Et en fait, ça enlève le côté hyper rébarbatif du code pour justement faire que de la fonctionnalité et que de se plonger dans
dans les choses intéressantes du code et notamment du codage de site web. Et puis bah voilà, je commence, je dis ah bah tiens, je vais mettre les autres Français qui marchent aussi bien. On était sur les matchs de pré-saison à ce moment-là. Puis finalement, je trouve que ça a vraiment une belle tête. Je me dis bah tiens, vas-y, lance-le. Et puis voilà. Puis au fur et à mesure, je l'ai amélioré, j'ai rajouté des choses. Et l'idée, c'est vraiment se dire le matin, le réflexe pour ceux qui suivent pas les matchs la nuit, forcément, c'est où est-ce que je vais pour avoir en un clin d'œil les résultats des Français. Bah là, sans prétention, je pense que blueblanddunk.com, c'est le bon endroit où aller. Ah oui, clairement. Moi, ça fait du coup, je t'ai découvert il y a quelques jours de ça. On a discuté en privé. Je t'ai envoyé cette invitation et tu as accepté bien volontiers. C'est cool et c'est vrai que ton site, on va en parler. Il est à la fois moderne, il est attractif d'un point de vue visuel. Tu vois, il donne envie d'aller cliquer à droite à gauche. Il est plutôt bien ficelé. Je vous invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller sur ce site-là. C'est pas de la promo pour faire de la promo, hein. C'est vraiment parce qu'il est vraiment très très ergonomique, très agréable. Donc bleublanddunk.com. Je pense que c'est un site qui peut tout de suite ou très rapidement devenir une base de données de référence pour les gens qui veulent, comme tu dis, avoir les stats des Français. Et ça va au-delà juste de la stat du soir, en fait, parce que quand tu fouilles un petit peu sur le site, t'as les records, t'as les perfs, t'as l'historique des joueurs, t'as même l'historique des équipes, parce que si tu veux même t'intéresser à des équipes auxquelles il n'y a pas de Français, bon, du coup, tu peux aller sur d'autres médias, évidemment, mais même sur ton site, tu retrouves des statistiques générales, d'équipes, collectives. Il est vraiment très complet pour le coup. Ouais, c'est gentil. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment avoir l'intégralité des données pour les 21 Français qui sont actuellement NBA. Du coup, j'ai été obligé d'ingérer, on va dire, toutes les saisons NBA depuis 2006, depuis Nico Batum, parce qu'il est arrivé en NBA en 2006. Et du coup, voilà, j'ai une base de données qui est un petit peu grosse, du coup, forcément, mais avec, on peut retrouver tous les records de Nico Batum et puis quand on peut avoir même le match, effectivement, avec les joueurs de l'époque, etc., etc. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un endroit où il y a tout. Ouais, vous avez le calendrier des matchs de la soirée, de la nuit, des matchs à venir. Vous avez vraiment tout. Donc, c'est vraiment complet. Donc, allez-y sur bleublanddunk.com. Et donc, ta page X aussi. Ou alors, tu es très actif le matin. Et donc, moi, c'est la question que je vais me permettre de te poser, Jérémy. Moi, je sais que je me lève assez tôt le matin et je vois souvent tes tweets arriver parce que du coup, je les ai mis en petite notif où on voit les performances des Français avec une bonne petite fiche à chaque fois qui est plutôt claire, lisible et qui t'as tout de suite l'information que tu cherches. Donc ça, c'est très cool. Mais comment tu fais du coup? Alors, soit tu dors pas de la nuit et tu as une double vie, ou comment tu fais pour quand tu as, par exemple, t'as des soirées NBA où t'as 2-3 matchs, mais t'as des soirées NBA où t'as 12-13 matchs et donc t'as autant de Français, voire plus, qui jouent. Comment toi tu t'organises pour pouvoir proposer ce contenu aux gens qui sont abonnés sur ton compte X ou qui vont, j'espère, s'abonner sur ton compte X? Ouais, alors non, je dors quand même. Je suis un lève-tôt. Je suis pas passionné. J'ai pas le temps de pouvoir regarder toute une nuit des matchs NBA. Peut-être que pour les playoffs avec les Spurs, ça va peut-être un peu changer tout ça. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un job qui fait que il faut que je me lève tôt et puis avec la famille. Donc dès que je me lève, en fait, c'est le rituel, c'est café et puis let's go regarder les matchs et puis envoyer des posts sur X parce que c'est ce qui marche, hein, pour faire moi j'ai absolument rien à y gagner de ceci, c'était passion, j'ai pris un nom de domaine, j'ai pris un petit plan chez OVH, mais le but c'est pas du tout de gagner de l'argent, c'est donner un outil qui permet à tous les passionnés de suivre et pour récupérer de la data, soit on arrive à être super bien référencé dans Google et alors ça c'est vraiment compliqué, ou soit on va se faire connaître sur les réseaux et les réseaux comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le réseau qui marche le mieux en NBA c'est bien X. Donc voilà, je publie les résultats des Français, j'essaie d'aller répondre en anglais à quelques gros influenceurs américains, etc. Aussi quelques gros influenceurs français qui sont présents toute la nuit, 50 nuances, voilà, bien sûr Trash Talk, etc. Et puis voilà, c'est comme ça que ça génère des curieux qui cliquent comme toi et puis qui finalement viennent sur le site et puis se rendent compte que l'outil est plutôt intéressant et reviennent tous les matins. C'est ça. Ouais, carrément. Ça devient un petit réflexe, une petite habitude là depuis quelques jours, en tout cas pour ma part. J'espère pour vous aussi qui allez écouter ce podcast-là. Yaya, c'est peut-être une petite question. Je te laisse embrayer un petit peu si tu veux. Non, t'as posé des questions. Après, c'est vrai que se spécialiser sur les Français,
c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que forcément, en tant que Français, on a une attache particulière. Justement, moi, c'est une question par rapport à ça. Toi, quelle est ton attache affective par rapport aux joueurs au pluriel? Comme je le disais tout à l'heure, mon premier. Alors déjà, j'ai fait du basket, c'était l'époque de Jordan, donc forcément, voilà, j'ai des posters partout dans ma chambre à l'époque. Je suis de 1981 et voilà, forcément, c'était la bonne époque. Après, comme je l'ai dit, ma petite partie sportive de haut niveau, rencontre avec des mecs ultra sympas comme Tony, comme Ronnie et comme Boris. Derrière, je confirme pour avoir croisé Ronnie Turieff ici chez moi. Ouais, c'est vraiment un super gars. alors je sais pas s'ils se souviendront de moi, hein, c'est pas le but de toute façon, mais du coup, quand Tony part aux Spurs, moi j'ai quitté l'INSEP 2 ans avant, je crois. Forcément, d'un seul coup, les Spurs deviennent mon équipe de cœur. Et là, voilà, avec Victor, ce phénomène, moi, voilà, j'ai une attache. Les Spurs, c'est vraiment pour moi l'équipe NBA qui représente le mieux les Français. Voilà, je sais pas, il y a un petit drapeau tricolore autour des Spurs pour moi. Okay. Il y a toujours historiquement. Bon, on parlera des Spurs après, mais ouais, vas-y, Yaya, si tu veux. Non, mais sinon, est-ce que toi, tu arrives à les suivre avant qu'ils arrivent en NBA? Est-ce que tu as je sais pas, tu suis par exemple le championnat espoir, ce qui se fait, enfin les prospects français, tout ça. Je suis quelques influenceurs qui en parlent, notamment French Prospect, je crois qu'il s'appelle, qui met plein de trucs. Mais non, j'ai pas le temps. Je suis vraiment que la NBA parce que, comme je l'ai dit, voilà, la famille, le travail, ça fait beaucoup. À gérer. On comprend, t'inquiète pas, on comprend très bien, Jérémy. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi comprennent. Mais voilà. Donc, moi, j'ai une petite dernière question avant vraiment de lancer l'émission autour de cette saison des Français. C'est aussi le but, mais c'est bien de prendre du temps pour discuter aussi avec toi. Dans l'histoire des jeux, alors je te pose un peu la question, elle n'était pas prévue, pardon. Dans l'histoire de tous les contingents français qui a foulé les parquets NBA, est-ce que, au-delà de Tony, parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette filiation, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a marqué, alors par les performances, par son parcours, par sa réussite, ses trophées, ses récompenses, ou même, voilà. Est-ce qu'il y a un, si tu devais en sélectionner que un, il peut être actuel, hein, mais ou historique, ça serait qui et pourquoi, du coup, surtout? Moi, je dirais, ok, il y a Tony, mais Boris, ça a été vraiment, pour moi, Borisio, il n'avait pas eu comment dire, le marketing qui va avec lui. C'est un super mec. Il a fait, je trouve, un super taf en NBA. Ça a été un lieutenant. Et voilà, et puis maintenant, il continue avec l'équipe de France, etc. Et moi, je mettrais Boris aussi, qui était vraiment quelqu'un de super sympa. Ouais, mais enfin, faut pas oublier que c'est le premier Français ou peut-être même premier Européen à avoir une distinction. Il a eu le MIP. Voilà. Après, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, quand il arrive à Phoenix, et c'est vraiment typiquement le joueur qui avait besoin de tomber au bon endroit au bon moment. Alors on sait que la NBA c'est vraiment ça parce qu'il faut c'est des planètes qui doivent s'aligner. Mais Borisio c'était ça parce que quand on voit son début de carrière à Atlanta où c'était très très compliqué, un mec comme ça qui joue meneur alors que il passe un peu par tous les postes. Après il va à Phoenix, il joue intérieur et Pascal Maris de Meyer se blesse et il change complètement la NBA en quelque part. Après il va à Charlotte où mal coaché avec un coach qui avait rien compris, il part dans l'oubli et il revient aux Spurs où il donne une dimension complètement différente avec le Beautiful Game. Donc c'était vraiment un gars vraiment très très particulier et je trouve que ça symbolise vachement la NBA. Enfin, son parcours, c'est vraiment la NBA, c'est bon endroit au bon moment, quoi. Ouais, tout à fait. Carrément. Ok, bon, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est vrai que Borisio est une très bonne réponse. Je pense qu'on est tous les trois raccords. Il a un problème, Boris Dio. Hein, il est passé par l'élan béarnais. Quel chauvinisme, celui-là, c'est pas possible. Bon, alors tu sais quoi, j'ai aucun chauvinisme, sauf pour.
Bon, très bien. Voilà. On salue nos Palois, évidemment, qui nous écoutent très nombreux. Alors, Ou pas. bon, moi, je les salue en tout cas. Tu sais que j'y ai vécu un moment, alors de façon très courte, mais j'y ai vécu. Mais on se connaissait pas. Sinon, je pense que tu m'aurais renié. Ah oui, non mais complètement. Bon, bref, allez, on va enchaîner avant de digresser un petit peu plus. On va parler, on va rentrer dans le cœur de notre podcast si vous êtes OK, messieurs, et donc faire un petit peu ce panorama des Français sur cette saison. Alors, on va pas tous les aborder parce que l'idée non plus n'est pas de faire un épisode de 3h45, mais de dresser un peu certains profils. Alors, il y a évidemment des noms qui vont revenir comme Victor Wembanyama et comme d'autres. On va même commencer par lui. Mais après, l'idée, voilà, c'est de se rendre compte que, dites-moi si je me trompe, mais malgré ce contingent qui est quand même énorme et qui est record, si je ne m'abuse, on a des situations qui sont évidemment différentes entre chaque joueur, selon la franchise dans laquelle tu es tombé, selon la situation, selon la période où tu es arrivé. Donc, il y a des choses à adresser et on va prendre le temps d'en parler un petit peu. On va commencer, si vous voulez, avec évidemment avec Victor Wembanyama. Et Jérémy, je vais te lancer un petit peu sur Victor parce que tu parlais de l'affiliation et de l'amour ou en tout cas de l'appréciation très forte que tu avais pour cette équipe des Spurs. On était tous ravis quand Victor, tous en tout cas on était assez nombreux, plutôt satisfaits et ravis de voir arriver Victor Wembanyama dans cette franchise des Spurs à la draft. Lui aussi, je pense qu'il était content. On se rappelle de la vidéo à l'époque où on voyait qu'il arrivait chez les Spurs. Et on a pleuré, ouais. Est-ce que on savait que Victor Wembanyama allait être un joueur dominant, un joueur qui allait changer, casser les lignes, changer les codes, vous prenez l'expression que vous voulez. Est-ce que toi, Jérémy, tu t'attendais à ce que ce soit tout de suite, en tout cas que cette saison-là, il soit aussi dominant, aussi percutant, qu'on discute de lui pour un titre quasi acquis de Deepoy, et en même temps dans une conversation de top 3, top 5 MVP. Comment tu vois un petit peu cette saison de Victor Wembanyama, Jérémy? Victor, c'est un cas à part, hein, c'est un alien, hein, on va pas se mentir. Je me demande ce qu'aurait été la saison dernière sans sa blessure. Peut-être que finalement, c'était... alors, c'est toujours difficile de dire un mal pour un bien, mais quand on voit cette saison, comment il est, c'est absolument incroyable. Voilà, c'est incroyable. La qualification pour les playoffs d'avant-hier, c'est lui, c'est clutch, c'est... voilà, il reste 2 secondes, il marque le panier. Allez, les playoffs les Spurs en playoffs, ça faisait 6 ans, je crois, qu'ils n'y étaient pas allés. C'est incroyable. Il est partout. Alors, il y a même des conversations MVP. Bon, je pense que SGA a quand même une, voilà. Et puis même Lucas sont quand même au-dessus, mais il est dans ces conversations, donc c'est pas rien. Voilà, aujourd'hui, c'est la NBA qui parle de lui. Il était 2e à l'avant-dernier classement là pour le MVP. Là, il est passé 3e. Tout passe par lui. En plus, il est d'une intelligence inouïe. J'aime bien aussi Maxime, le journaliste de l'équipe là sur Twitter qui le suit toute l'année. Et c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a une intelligence. On le voit. Alors il en rigolait parce que il disait que c'est quelqu'un qui est ultra sérieux, qui est tout le temps. Voilà, c'est un gagnant dans l'âme. Mais c'est incroyable ce sportif, l'aura qui dégage au service du collectif des Spurs qui cette année, voilà, parce que c'est pas que Victor qui va en playoff, c'est vraiment les Spurs et avec Victor autour de lui. Vas-y Yaya sur Victor. Nous on en a parlé régulièrement dans les précédents podcasts tout au long de la saison, que ce soit les conseils de classe ou dans des épisodes un petit peu plus habituels autour de la saison des Spurs. Voilà, Victor Wembanyama, San Antonio, c'est un mariage. On savait qu'il allait cliquer et là on est vraiment en plein dedans, tu vois. Ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est un facilitateur de jeu, il fait tellement de choses, et puis Jérémy l'a dit, il est clutch. Là, il a mis le panier de la gagne pour la 50e, qualifié en play-off, il qualifie en play-off. Plus que Victor, c'est la construction de l'équipe autour de lui qui est ma foi très très intelligente. L'arrivée de De'Aaron Fox, la draft de Stephen Castle, de Dylan Harper, ça fait beaucoup de choses qui font que c'est très intéressant, très intelligent. Après, effectivement, avec la fin du contrat rookie, il faut gagner avant la fin du contrat rookie. On sait que dès que tu passes à un super max, tu te bloques financièrement pour avoir des bons joueurs autour.
Mais quand t'es Victor Wembanyama, t'es obligé d'avoir un Supermax. Oui. Dans le sens où le contrat, c'est aussi de la géopolitique de vestiaire. Donc, mais lui, par son aura, il arrive et il fait autre chose. Et il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est qu'il a relancé un petit peu le All-Star Game. C'est-à-dire que le All-Star Game, nous les premiers, on regardait même plus en direct, on n'allait pas se lever pour ça. Et ben il est arrivé, et il a dit non, moi c'est un match, je viens pour jouer, pour gagner. Tu vois, quand il y a 2-3 joueurs dont le nom finissent en itch qui viennent et on sait pas pourquoi ils sont là, il ferait mieux de pas venir. Eux ils viennent et ils veulent, la nouvelle génération vient et pour gagner. Donc ça donne un vrai souffle à la NBA, je trouve. Et on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais je trouve que les constructions et le narratif autour de qui il est, c'est plutôt intéressant. Et ça va donner un nouveau souffle à la NBA qui a besoin de personnages, parce que c'est un vrai personnage, parce qu'en plus d'être un bon joueur, c'est un vrai personnage. Oui, un très bon communicant. Alors donc, pour tout à l'heure, tu posais la question de la dernière saison en playoff, c'était 2019 pour la dernière saison des Spurs en playoff, donc on était raccord. Avant d'enchaîner sur d'autres joueurs, moi je voulais quand même juste qu'on imagine, qu'on se projette un peu. On en parlait en intro d'émission. Là, on est à quelques jours, semaines, grand max des playoffs. Donc premier playoff pour les Spurs donc depuis 2019, donc premier playoff pour Victor et pour cette équipe-là des Spurs, on va dire à un ou deux joueurs près qui ont connu les playoffs, type Harrison Barnes et compagnie, mais voilà, le noyau dur n'a jamais connu les playoffs. Comment tu vois ça, Jérémy? Est-ce que tu fais partie du train de la hype et te dire dès les premiers playoffs, Victor Wembanyama, il peut tout casser et emmener son équipe très loin? Ou alors t'es peut-être un petit peu plus le pied sur le frein et tu te dis attendez, c'est des premiers playoffs, la concurrence à l'Ouest elle est archi compliquée et malgré toutes les qualités des Spurs, il manque quand même cet ingrédient qu'est l'expérience. Comment tu te situes un petit peu? Toi, dans ta projection vis-à-vis des semaines à venir pour les Spurs et pour Victor, du coup? Je suis 100% d'accord avec toi sur le côté expérience. Après, il faut aussi se souvenir que en septembre-octobre, personne n'attendait les Spurs à ce niveau-là. Absolument personne. Donc, ils y sont, c'est déjà une super chose. Maintenant, moi, j'ai envie d'y croire, mais il faut être réaliste. En tant que sportif, voilà, on sait que les playoffs, c'est totalement autre chose que la saison régulière. Donc, ça sera que du bonus. Pour moi, ça sera que du bonus. Ils passent, tant mieux. Et puis, si jamais ça doit s'arrêter, ça sera de l'expérience acquise et ils reviendront plus fort. Moi, il y a juste une chose, c'est que ce serait un rookie américain, je serais d'accord avec vous, mais les gars, Victor, puisque c'est le go-to guy, lui, il a l'habitude de faire des playoffs. Même s'il perd en finale, il a l'habitude. Il va avec la sélection, avec le Paris Basket, sa dernière saison où il avait une grosse hype, il va en finale. Après, il est un peu, l'équipe est un peu courte, mais il a l'habitude. Avec la Svel avant, c'est pareil. Donc, il est habitué à ces joutes de playoffs où le tempo se ralentit et il y a où les certains shoots sont un peu plus durs et puis s'adapter parce que même si c'est sur 5 matchs en France, il faut savoir s'adapter. Donc, je suis là-dessus. Je pense qu'effectivement, le corps des Spurs vont manquer, mais lui, il va amener cette sérénité justement parce qu'il connaît, même si il a toujours perdu en finale pour l'instant, mais il va pouvoir amener cette sérénité parce que l'objectif c'est clairement pas d'aller chercher le titre, même si ils vont terminer deuxième de la conférence Ouest. S'ils passent 2 tours et qu'ils vont en finale de conf, ce sera une saison réussie. Alors, très bien, du coup, tu as répondu, en tout cas, Yaya, à ce que j'allais te poser à Jérémy. Tu parlais d'élimination pour les Spurs à un moment des playoffs. Tu le vois où le niveau d'élimination? Toi, s'ils sont éliminés au premier tour, alors faut toujours voir le contexte, mais on pourrait quand même parler de déception pour une équipe qui est deuxième de la conférence Ouest. Donc c'est quoi? À partir du moment où tu es arrivé en demi-finale de conf, tu peux considérer que la déception sera moindre? Comment tu vois ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il passe au moins le premier tour.
Ouais. Et après, voilà, c'est que du bonus pour moi. Sachant que, comme tu l'as dit, je suis d'accord, Yaya, hein, Victor, lui, il a l'habitude, mais les autres, voilà, autour, à part d'Aaron Fox, les autres, ils ont pas l'habitude. Et ça risque, c'est là où ça Fox, risque d'être plus difficile. Fox en NBA, il a fait quoi? Il a fait une série de playoffs où il s'est fait C'est ça. fesser au match 7 par Curry. C'est vrai. Donc, si tu veux, et là aujourd'hui, a priori, c'est le vainqueur de Spurs contre Clippers, de Suns contre Clippers qui joue, tu vois. Donc, les Suns qui sont un peu en bout de course, les Clippers aussi. Bon, passer un tour de playoff, ça va. Après, c'est le deuxième tour qui peut être intéressant face aux Lakers ou les Timberwolves au moment où on parle. Après, il va y avoir des changements, mais ça peut être, tu vois, typiquement arriver face à Minnesota qui est une équipe qui est rompue à sortir les joueurs, surtout Anthony Edwards. On sait que c'est mes chouchous. Là, c'est là où ils peuvent apprendre des choses. Et puis, ben, ils ont un coach qui est aussi novice à ce niveau-là. Tout à fait, ouais. T'as raison, faut pas oublier ça. Voilà, on va laisser un petit peu les Spurs et Victor de côté. On a fait un bon petit morceau sur eux. On va enchaîner avec d'autres joueurs français. On va faire un peu plus de ping-pong. On va rester moins longtemps sur tous les autres, évidemment, mais l'idée, c'est d'échanger. Jérémy, je te laisse la main. Est-ce que parmi tout ce contingent de joueurs français, il y en a un que tu veux essayer d'aborder en particulier? On va peut-être, si tu veux bien, je permets juste de mettre un peu le cadre, partir, toi. Donc là, on est parti de très haut avec Victor. On va descendre petit à petit, tu vois. On va peut-être pas parler tout de suite des joueurs qui sont en difficulté. On va essayer de rester dans un côté un petit peu, tu sais, où tu descends petit à petit. Donc, est-ce qu'il y a un joueur français là dans cette saison-là qui t'a surpris, qui t'a marqué, ou tu t'attendais à une réussite et tu dis voilà, il est aussi bon, aussi fort que ce que je pouvais espérer? Alors forcément, on peut que penser à Rudy, parce que voilà, Rudy, c'est pareil, ça fait longtemps qu'il est là, il fait encore une saison. Alors il y a des hauts et des bas, hein, mais quand même, il est encore en course pour le Depoy. Il est toujours là, il fait encore des doubles-doubles. Bon, il y a des matchs sans. Il a joué quasiment tous les matchs sauf 3 où il était suspendu. Donc c'est quand même une machine. Et voilà, côté vétéran, moi vraiment, je suis fan. Moi, je suis fan. J'adore Rudy et je trouve qu'il fait encore. Voilà, c'est quand même un mec qui râle. Pour moi, il aura une place au Hall of Fame, forcément NBA plus tard. Si, oui. Alors vous ne voyez pas, mais Yannick a sa petite moue dubitative. Alors ne serait-ce que par le palmarès individuel. Oui. Mais c'est un joueur qui est tellement décrié et qui est anachronique. Le truc, c'est que il aurait joué il y a 20 ans, mais c'était pas une star, c'était une méga star. Et en fait, je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, le vrai problème Rudy Gobert, c'est pas Rudy Gobert. C'est les systèmes de jeu aujourd'hui où tu as des coachs qui font de la copycat league, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui marche, à un moment c'était attaquant fer à cheval, lui, il peut pas ni attaquer ni défendre sur ça. Et je trouve qu'il a jamais eu la chance d'avoir des coachs qui savaient utiliser ce qui est Rudy Gobert. Donc voilà, c'est pour ça. Après, on va être clair, ces Depoy, ils sont pas volés. Mais après, de l'autre côté du terrain, et puis c'est tellement fait railler par la presse américaine, alors qui a un vrai problème où ils aiment pas les Européens et ils sont très très conservateurs là-dessus. Et ça aurait été un joueur américain, c'était une star, mais il est français. Ouais. Après, il y a certaines situations à pas revenir dessus. Pas dire qu'il a cherché, mais il aurait peut-être pu réfléchir à 2 fois avant de faire tel ou tel agissement, type juste à Covid. Ouais. Ah, moi je pensais que c'était juste la patate qu'il avait envoyée à son coéquipier. Ouais, non mais voilà. Et après, toi, Draymond Green aussi qui fait une fixette sur lui, mais c'est clair que c'est un joueur assez polarisant. Draymond Green, fin de la blague. On va pas commencer à parler de lui. Lui donne pas d'importance à Draymond. Non, mais donc ça, Rudy, il y a ce côté polarisant, mais il y a
ce côté vétéran, et il est toujours là, il est toujours dans le 5 majeur d'une équipe NBA. On sait que toi, Yaya, le Minnesota, c'est une équipe que tu nous bassines avec depuis maintenant 2 saisons quasiment. Ça va être Jérémy, typiquement, cette équipe des Wolves. En tout cas, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais l'équipe qui peut vraiment tout faire exploser dans les playoffs, autant dans le sens positif, c'est-à-dire, tu vois, oui, ils sont vraiment très, très dominants, très, très forts, athlétiques, et dans ces cas-là, ça va être très compliqué de les battre. Ou alors, comme tu l'as dit, à l'image d'un Rudy, où parfois ça passe en travers, et en fait, où ça peut se planter dès le premier tour, tu vois. Ouais, les Wolves, cette année, c'est quand même des hauts et des bas, quand même, hein, sur la saison régulière. Hein. Il y a des fois, ils ont perdu, on se demande qu'est-ce qui se passait, quoi. C'est un peu le problème de leur joueur star, mais on va voir. Moi, je reste persuadé que dès que l'odeur des playoffs arrive, l'odeur du sang, ils ont leur star qui est là. Mais ça suffira pas. Et voilà. D'ailleurs, il y a un autre Français à Minnesota. Ouais, Johan. Ouais, qui, moi, je pense que à développer, à voir. Et mais qu'on parlera de développement de joueurs, tout ça. À terme, oui. Et déjà, pouvoir bosser tous les jours à l'entraînement, ou en tout cas dans les salles avec Rudy, c'est déjà pas mal comme base de travail, tu vois. C'est pas le même type de joueur et tout ça, le même profil de jeu, mais c'est intéressant quand même d'avoir un mentor français de ce calibre-là. Ouais, mais tu sais, ils s'entraînent pas beaucoup en NBA, donc. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ils font des practices, tu vois, ils font des trucs. Ouais. Non, mais moi je pense que, ça va être une des choses qu'on va peut-être discuter avec Jérémy après, un petit peu après. Tiens, Yannick, je te laisse la main si tu veux sur un autre joueur français là. Alors, je te laisse. J'allais te tendre la perche vers un joueur en particulier, mais on va voir si tu le prends ou pas. Maxime Reynaud. Je pensais pas que tu aurais parlé de lui. Je pensais que tu aurais parlé d'un joueur qui performe au Knicks, mais pourquoi pas. Allez, Maxime Reynaud, si tu veux. Alors, ouais, je préfère parler de Maxime Reynaud. Pour une raison très simple, c'est que pour un joueur de fin de deuxième tour, et on revient sur ce que j'ai dit, c'est arrivé au bon endroit au bon moment, quoi. Lui, typiquement, ça va faire la transition avec ce dont je voulais parler, c'est que lui, il arrive, il a un cursus de 4 ans à Stanford, où il a appris le métier. Ça veut dire que en fac, avant, tu avais 4 ans parce que la première année, tu avais les fesses sur le banc, tu cirais le banc. La deuxième, ton coach te faisait un peu plus jouer. Junior, senior, là, tu avais du temps de jeu et tu apprenais. Ça veut dire que les premières années, tu regardais les autres. Et lui, faut pas oublier que sur la fameuse vidéo qui a leaké pour lancer Victor Wembanyama quand il avait joué justement à faire un 2 contre 2 avec Rudy Gobert, c'était lui qui jouait avec Victor Wembanyama. On oublie souvent ça. Mais il a appris le métier. Et pour moi, c'est le vrai exemple. C'est un gars déjà qui à la base a un cursus scolaire plus, c'est-à-dire bac scientifique avec mention, double diplôme à Stanford, qui est une des facs les plus réputées en termes de cursus scolaire. Et en plus, il joue bien au basket. Et il arrive, bizarrement, avec un corps qui est formé, qui est prêt, et il a de la chance. Le joueur le titulaire qui est sur son poste se blesse. Et lui, il saisit sa chance. Comme c'est bizarre. Ça veut dire qu'il a pris le métier, réellement. Il n'est pas arrivé avec une étiquette de prospect à développer. Il était déjà prêt. Il est intelligent. Il saisit sa chance. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc parce que sur les 21 Français, on va être clair, il y en a, c'est des projets à développer. Et le problème, c'est que si on tombe pas dans la bonne franchise, il y a des joueurs qui sont pas développés et qui seront jamais développés. Et ça, c'est un vrai problème. Ils partent pour des mauvaises raisons. Et si en plus en Europe, ils n'ont jamais eu autre chose que du championnat espoir ou alors quelques minutes sur le banc, ils arrivent en NBA où, oui, ils sont performants individuellement, mais ils font rien. Et ils reviendront en Europe après. L'exemple typique, c'est Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, il est à OKC. Ils le font jouer pivot alors que c'est un 2-3, voire un meneur. Ils le font jouer 5 parce qu'il y a des besoins. Le gars, il est
il est tradé pour lui donner du temps de jeu parce que OKC a dit, écoute, pour service rendu, on te trade. Et il a du temps de jeu, il performe. Bon endroit, bon moment. Tiens, Jérémy, Attends, je lance un peu Jérémy quand même, Yaya, je te coupe. Ouais. Mais sur Maxime Breno, sa saison aux Kings, Yannick a bien mis le tableau général. Et je pense qu'on est d'accord sur le côté bon endroit, bon moment, et encore plus avec la blessure de Sabonis. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à avoir quand même, tu l'as dit Yaya, un mec aussi bas dans la draft? C'est vraiment le gars, on s'y attendait pas. Et est-ce que c'est pas une des révélations, voire la révélation française de cette saison? Ah bah pour moi carrément, hein, il doit être dans la All Rookie Team. Ah oui, à ce moment-là. Ah oui, pour moi clairement, il est Okay. quatrième là hein, sur le ladder des rookies. Franchement, quand on voit ses stats, alors oui, c'est les Kings, donc c'est difficile d'en parler autrement qu'avec ce prisme-là de savoir que c'est les Kings qui perdent absolument quasiment tout. Quoique, je crois que depuis 10 matchs, ils sont quasiment à l'équilibre. Mais il fait une saison incroyable. T'as raison, hein, c'est les planètes qui s'alignent. Tu l'as dit, Yaya, c'est vrai qu'il y a le facteur chance, il y a beaucoup de choses, mais lui, il est monté, il est intelligent et il joue intelligemment, il gonfle son jeu. Là, tu vois, ça fait 2 matchs de suite où il tente des 3 points. Il en faisait pas tout au début de l'année. Là, il les tente et puis ça rentre. Et du coup, ça fait 2 matchs de suite où forcément, il est à plus 30 au niveau des points parce qu'il met les 3 points qu'il mettait pas au début d'année. Donc, il progresse, il est intelligent. Pour moi, c'est vraiment, c'est un peu mon chouchou rookie cette année. Et puis, il y a juste une chose, c'est que dès le début de saison, il s'est mis dans la poche le vétéran absolu Brody, hein. Tu vois, Westbrook, hop, c'est vrai. Il lui a dit, écoute, toi machin, il a compris vite que pour gonfler ses stats, avoir le nombre de passes décisives, s'il donnait la balle à Reno, c'était dedans et il montait ses stats. Donc ils ont développé une relation tous les deux qui a fait que ça permet, tous les deux, ils bénéficient l'un l'autre. Ça fait un axe, et puis surtout l'axe meneur pivot, c'est tellement important. Carrément. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur Maxime Breno? On peut enchaîner sinon? Allez, enchaîne. On peut enchaîner. On continue le ping-pong. Jérémy, tiens, sur les autres joueurs français, le côté bonne surprise. Après, on va peut-être commencer à attaquer les dossiers un petit peu plus compliqués si vous voulez, mais peut-être un dernier nom là qui te vient en tête sur cette saison, Jérémy. C'est encore un rookie et c'est côté Nets, Nolan Traoré. Voilà, on n'a pas de meneur et je trouve que alors c'est sa première saison, c'est pareil, il y a des hauts et des bas, mais j'adore sa vitesse. Je trouve que sa façon d'aller au cercle, voilà, vraiment j'adore et j'espère que voilà les Nets vont bien reconstruire et qu'il aura sa place dans cette équipe parce que je pense que voilà et forcément dans le coin de ma tête j'ai aussi l'équipe de France derrière. Parce qu'on sait que les meneurs, c'est pas notre fort en équipe de France. Et voilà, en tout cas, à venir, je pense que ça peut faire des choses vraiment sympas avec Nolan côté men. Ok, alors moi je suis vachement plus nuancé comme sur Nolan Traoré, pas sur le joueur et les qualités qu'il a, mais là où il est en fait. La franchise, ça fera plaisir à Yannick évidemment, et surtout en fait le fait que le management en fait ils ont à la dernière draft ils ont drafté quoi 3, 4, 5 meneurs ou profil type arrière tu vois, donc il a sa chance, il a des opportunités, mais j'ai vraiment peur que Nolan Traoré soit tu sais dans cette liste un peu malheureuse des dernières années là des joueurs français post-arrière qui réussissent pas en fait parce que ils sont dans les mauvais. Je veux pas donner de nom parce que l'idée n'est pas de taper, tu vois, mais il y a pas mal de Français, tu vois, dans les dernières années sur les postes 1-2 qui ont galéré parce que alors certains peut-être ne mettaient pas tous les ingrédients, ne donnaient pas tout de ce qu'on a pu entendre, mais surtout parce que aussi peut-être ils étaient dans des mauvaises organisations, des franchises qui ne comprenaient peut-être pas comment bien les mettre en place, bien les faire jouer. Je suis un peu plus dubitatif sur Nolan Traoré, en tout cas sur sa situation à Brooklyn. Alors moi, il y a plusieurs choses. C'est que, alors déjà, je vais juste faire une chose. Il y a c'est Nando De Colo qui justement était passé par les Spurs, qui avait expliqué en fait, en fonction du poste où tu arrives, le nombre d'années que tu as pour te développer en NBA. C'est-à-dire que si tu es meneur, tu as 1 an. Tu es poste 1, tu as 1 an. Si tu es arrière, tu as 2 ans. Et ainsi de suite. Ailier 3 ans, ailier fort 4 ans et pivot 5 ans. Et en fait, lui, il a montré que
ben, tout de suite, il pouvait produire en NBA. Est-ce que ça va être honnête? Je sais pas. Je peux pas savoir. Mais il a montré qu'il pouvait faire des choses. Et il a montré à la NBA que tu pouvais faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi que c'est la grande lessiveuse pour l'instant. Ils essayent de faire au Nets régulièrement, ils essayent de faire ce que OKC a fait. C'est-à-dire que on draft, et c'est la lessiveuse. C'est où c'est bon, et puis dès qu'il y a un joueur qui est un peu bon, est-ce qu'on peut récupérer d'autres tours de draft qui peuvent être un peu plus hauts pour partir et choses comme ça. Donc lui, il va être dépendant effectivement de ça. L'avantage, c'est qu'il joue sans pression et il va pouvoir régulièrement, il fait des perfs à plus de 10 points, il peut faire plus de 10 passes. Il a ce côté où il a pas de pression, mais il a montré qu'il pouvait faire quelque chose. Et il faut pas oublier qu'il a aussi le background européen où il sait tenir une équipe. Et ça, malgré tout, même s'il est rookie, il a montré que il peut insuffler une dynamique, notamment tu parlais de vitesse, Jérémy. Oui, il peut mettre la vitesse pour ça. Maintenant, ce qu'il va falloir montrer, c'est une régularité, c'est stabiliser un shoot pour le poste de meneur et être cet accélérateur de particules dont il y a besoin. Après, est-ce que ça va être à Brooklyn son avenir? J'ai pas de boule de cristal. Bon, par contre, sur lequel le point te parlais, Jérémy, je suis d'accord avec toi, c'est sur l'équipe de France et l'avenir en équipe de France, pourquoi pas. C'est vrai que sur d'autres secteurs de jeu, on va dire que c'est assez bouché, il y a pléthore de joueurs et alors c'est un problème de riche, on va dire, mais c'est aussi parfois compliqué de choisir. À la main, on va dire que le choix est un petit peu moins dense, donc peut-être bon, on va pas faire le débat équipe de France maintenant. Sur les joueurs NBA, oui, mais sur les joueurs Euroleague, il y en a pas mal. Hein. Oui. Oui, non mais oui, on va pas. Oui, bien sûr, évidemment, on fait pas que joueurs NBA, mais bon, voilà. Sur la main, il y a peut-être un peu plus de questions, on va dire, que sur d'autres secteurs du jeu. On va formuler ça différemment, où on a des certitudes ou des quasi-certitudes. Mais si on enchaîne un petit peu avec les situations peut-être un petit peu plus compliquées, un peu plus galères, il y a quelques noms qui peuvent, je pense, pour ceux qui nous écoutent, qui vont venir automatiquement, d'autres peut-être un peu moins. Tiens, Yaya, on continue. Est-ce que toi, alors je sais qu'il y a un joueur en particulier, tu voulais en parler, la situation est un petit peu plus complexe pour lui. Alors, on te laisse la main. Elle est pas complexe, elle est quasiment perdue. Pour rester poli. Ouais, non, mais on parlait de Boris Dio, et ben, bizarrement, c'est la même franchise. C'est Atlanta, c'est Zachary Rizaché. Donc, qui arrive avec le statut de numéro 1 de la draft pour ne pas le mettre sur un poste ou sur du jeu qui lui convient. Je comprends pas. Alors, je sais bien que Quinn Snyder est un coach qui a coaché en Europe avant d'aller à Utah. Il a été assistant, je crois, du côté du CSKA. Il faut vite exfiltrer Zachary Rizaché. Et je pense qu'en plus, dans une équipe qui performe avec un vrai jeu huilé, qui peut faire quelque chose, c'est quelqu'un qui peut apporter. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. J'ai eu des discussions, avec des amis. Moi, je pense qu'il peut apporter parce que c'est un vrai joueur moderne. Il peut être adroit. Il est grand. Il a des grands bras sur un poste 2. Mais c'est pas possible de pas jouer sur un joueur comme ça, quoi. De pas. Alors, ou est-ce que c'est parce que il est trop timide, il n'arrive pas à s'imposer par rapport à tout ça. Mais Atlanta, là, ils ont fait une série de victoires, mais c'est triste, quoi. Moi, j'ai du mal. Je vais te lancer là-dessus, Jérémy, sur Zachary Rizaché, juste donner 2-3 chiffres aux gens qui nous écoutent. Sur le mois de mars, qui n'est pas terminé, mais on a un bon échantillon, il est à environ 8 points. On va enlever les virgules. Il est à 8 points de moyenne, 5 rebonds, une passe, 50% au tir, 51% à 3 points. Au mois de février, il était à 7 points, 5 rebonds, une passe et des pourcentages beaucoup plus faméliques. Par rapport à l'année dernière, donc 2024-2025, il a une baisse en termes du nombre de points. Il stagne en termes de rebonds. En termes d'assist, c'est la même chose, mais il a moins de minutes, moins de shoot. Situation très compliquée quand même pour Zachary Rizaché, qui est numéro 1 de draft dans la draft, qui n'était pas la draft de l'année, mais on sait qu'aux États-Unis, quand tu as cette étiquette de numéro 1 de draft, c'est dur de t'en décoller.
Ouais, c'est clairement dur et puis il y a du French bashing là autour de Zachary en NBA, on va pas se mentir, il est décrié. Quand il y a des redrafts, il est même plus là, donc c'est un peu compliqué. Sa saison, elle est particulière parce que en fait le démarrage jusqu'en décembre se passe plutôt bien. Et puis là, je sais pas si vous vous souvenez, mais il se prend une tôle sur un dunk et du coup clairement après il y a un autre Zachary. Je pense que la confiance, elle est partie. Puis après ça a été le cercle vicieux. La confiance, les médias, etc. La trade deadline où on a beaucoup parlé de lui. Rappelez-vous, hein, il était, il était un peu dans pas mal d'échanges. Finalement, il n'a pas bougé. Et puis bah là, il est sorti du 5, tout simplement. Et puis depuis qu'il est sorti du 5, bah Atlanta gagne plus. Donc malheureusement, je suis pas sûr que ça aille dans son sens, même si là les 2 derniers matchs sont mieux pour lui. Atlanta le met toujours. C'est intéressant de voir aussi les réseaux sociaux des équipes. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et ils le mettent souvent en avant le compte officiel de Twitter des Hawks. Okay. Et donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais bah, c'est sûr. Après, c'était un premier tour de draft aussi, donc c'est logique qui mettent le paquet là-dessus. Mais ouais, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de confiance et un problème de pression aussi. En plus, je crois que son coach est parti. Si je me trompe pas, son coach perso est parti. Donc à vérifier. Peut-être que je confonds, mais ouais, c'est vraiment. J'espère qu'il va réussir à se relancer. Je pense que c'est pas aux Hawks. T'as tout à fait raison, Yaya, qui l'utilise. Pour moi, pas du tout comme il faudrait l'utiliser. Non, mais surtout quand tu draftes un joueur, alors que tu pouvais prendre Alex Sarr par exemple, c'est que tu vois quelque chose. Enfin. Même si c'était pas prévu qu'il soit que Atlanta est le premier choix, tu prends pas un joueur pour pas le faire jouer. Tu dois le mettre sur le terrain et tu dois le garder, tu dois le mettre au moins 5 ans, sauf si c'est un vrai bust, tout ça. Mais c'est pas un bust, c'est pas un mauvais joueur. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Mais c'est un joueur qui ne coche pas le jeu NBA. Lui, typiquement, il revient en Europe, il est MVP de l'Euroleague. Hein. Il peut être MVP de l'Euroleague s'il est dans une équipe qui tourne et qui a un jeu structuré. Il a besoin d'un jeu qui soit pas tu vas dans le corner, tu cours, c'est contre-attaque et s'il y a pas la contre-attaque, tu vas dans le corner et si tu as la balle, tu shootes. Et moi je suis vraiment très, très, très inquiet pour lui. Et tu le verrais où, toi, ailleurs que Hawks en NBA? Je trouve que, alors moi je trouvais que Dallas était un bon fit parce que il y a Kyrie Irving, parce que une équipe avec un vrai meneur et après tu vois avec un Jokic, j'aimerais bien le voir avec un Jokic. Alors tu le mets du côté de Denver avec Murray, tu vois un 5 avec Murray, Gordon, Brown, lui, ça a de la gueule quoi. Mais tu vois une équipe qui joue comme ça et ou une équipe qui a besoin d'un vrai free and D. Peut-être même tu vois Minnesota. T'en reviens toujours aux Wolves. T'en reviens toujours aux Wolves, Yannick. Ouais, j'ai pas dit les Knicks, donc. Non, mais je vais commencer à croire que tu changes. Non, mais tu moi, retournes ta casquette. En fait, moi, c'est pas les Wolves, hein, c'est Anthony Edwards que j'adore. T'inquiète. Et donc, tu vois, lui, je suis sûr que, tu vois, si t'as un meneur un peu petit que t'as besoin de cacher en défense, et justement les Knicks, tu vois, mais eux, ils ont Michael Bridges, mais il y aurait pas Michael Bridges. Typiquement, c'est le joueur qu'il faut pour cacher ton meneur qui défend pas. C'est nickel. Et puis derrière, il va te faire de la contre-attaque. Un coach qui, tu vois, qui le hype un petit peu, qui lui fait de la calinothérapie. Ben, je suis pas loin de penser que ça peut être quelque chose de pas mal. Juste, du coup, on confirme ce que tu disais, Jérémy, j'ai été checké là, sur le coach personnel de Zachary Zaché, donc il s'appelle Anthony Brossard. Il a été 3 ans avec lui, il était en France, il est parti, il l'a suivi à Atlanta, et là, il est signé à Lasvel pour redevenir responsable sportif du centre de formation et entraîneur de l'équipe Espoir. Voilà. Donc, c'était juste pour confirmer l'information que tu donnais, mais ça va dans le sens peut-être aussi, ce que tu disais tout au début de ton propos, Yannick, sur Zachary Zaché, le côté peut-être
un peu trop soft, un peu trop gentil. Si tu associes ça à une perte de confiance, non, mais trop gentil. Oui, moi je dis soft. Moi je dis soft. Toi, t'as dit genre. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est pareil, c'est la géopolitique du vestiaire, c'est-à-dire que tu sais, c'est que des égos et il y a un steak, il faut que tu sortes du vestiaire avec le seul steak qu'il y a, c'est toi qui dois le sortir. Non, mais après c'est pas une critique toi que j'ai à son égard. Après chacun a ses caractères et tout ça. Mais peut-être que dans le package, tu vois, d'un personnage qui est peut-être pas, je vais prendre pour prendre le truc du steak, c'est peut-être pas un clébard qui va mordre au mollet tout de suite. Bah ça, plus la perte de confiance, plus l'entraîneur personnel qui part, plus en fait plein de petits trucs font que peut-être que petit à petit dans le mindset c'est un peu moins bon. Si en plus t'es pas dans une bonne franchise, si t'es pas en plus avec un coach qui arrive à te faire jouer, et comme tu l'as dit Jérémy, quand on te met sur le banc, bah l'équipe elle a jamais autant performé cette année. Complicado, toi. Ça fait beaucoup, ça fait un gros package négatif, tu vois, la balance est pas bonne pour Zaccharie Rizacher, toi. Ouais, mais moi, il y a juste une chose que j'ai oublié de dire sur lui. Le truc qui me fait penser que pour lui, ça va rentrer dans l'ordre, c'est que il a un papa qui sait ce qu'est une carrière de basketteur. Et ça fait une diff, mais terrible. C'est-à-dire, il va pouvoir lui dire, écoute, t'inquiète. Il va avec ses agents, ils vont trouver la situation, ils vont régler le problème. Là, pour l'instant, ok. Là, tu peux pas le régler, ok, pas de souci. Il va lui dire, fais le dos rond, travaille, machin. Et son père a eu des moments creux aussi dans sa carrière. Donc, il sait ce que c'est. Ok. Bon, on va enchaîner. On va prendre encore un ou deux joueurs et après, on aura une petite dernière rubrique là qu'on prendra quelques minutes. Tiens, Jérémy, est-ce que tu as un autre joueur français là que tu veux aborder un petit peu dans des situations plus compliquées actuellement ou qui ont pu être plus compliquées dans cette saison 2025, parce qu'il faut pas oublier que la saison a démarré depuis un bon moment maintenant et on n'est pas uniquement sur le focus des dernières semaines. J'ai envie de parler des deux joueurs des Wizards, de Alex et Bilal. Alors, saison compliquée parce que les deux ont eu plusieurs blessures quand même, de plusieurs semaines à chaque fois. Saison compliquée parce que Wizards, forcément. Par contre, moi je me dis Trae Young, Anthony Davis. Alors ok, ça reste des joueurs particuliers, mais je me dis que l'année prochaine, pourquoi pas. Et là, Bilal, sur Bleu Blanc Dunk, je refais de la pub, mais sur Bleu Blanc Dunk, il y a un tableau qui s'appelle la forme du moment où en fait on prend les 5 derniers matchs et on les compare à la saison complète. Et là, Bilal, sur ces 5 derniers matchs, alors je mets un score qui permet de comparer tous les Français. Et Bilal, là, sur les 5 derniers matchs, il claque tout, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Donc, voilà, je pense que ça fait partie du développement aussi, des planètes qui s'alignent. Est-ce que ces double recrues là de Trae Young et Anthony Davis, c'est pas les planètes qui s'alignent l'année prochaine pour nos deux Français? Moi, j'ai hâte de voir ça parce que là, Bilal, il s'éclate et Alex aussi s'est bien éclaté il y a quelques temps. Il a fait son record de points, je crois. Et voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa l'année prochaine. Sur les Wizards, Yaya, t'as peut-être un petit commentaire, un truc qu'on fait. On fait plus court évidemment parce qu'on arrive bientôt à l'heure d'émission déjà. Oui, je suis assez d'accord. Après les trades, le problème c'est que c'est des joueurs qui sont ultra fragiles et puis on va voir ce que ça va donner. C'est de la spéculation. Je pense que Bilal, faut qu'il passe un palier vite. Et, on l'avait dit, rappelle-toi, on l'avait dit en début de saison, Yaya, dans nos previews. Bilal, attention. Le problème, c'est les blessures. Vas-y. Il y a eu trop de blessures. Moi, je suis toujours un believer. On va voir. Moi, je suis persuadé que moi, je pense qu'il va servir de monnaie d'échange assez rapidement et qu'il a quand même une bonne cote parce qu'il a montré des flashs sur ce qu'il peut faire. Et un starter en NBA, ça peut toujours plaire. Et puis, il est dans les standards de ce que veut la NBA actuellement. Défaut, trop gentil également, il manque le côté ce que les Américains appellent dog. Voilà. Moi, je trouve que c'est ça qui manque. Sur Bilal, moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, mais les blessures, vous avez raison, et on en avait parlé avec Yaya en début de saison dans nos previews là des équipes, et
il est dans une équipe, tu l'as dit, Jérémy, les Wizards. Bon, voilà. Alors, peut-être que l'année prochaine, ce sera mieux. On espère pour eux, mais en même temps, ça peut difficilement être plus compliqué. Il était jusqu'à maintenant un élément moteur important de cette équipe des Wizards. De par son absence avec les blessures, il a un petit peu perdu quand même de crédit, de place dans l'effectif. Attention, si tu perds du crédit dans un effectif tel que les Wizards, attention à toi pour la suite de ta carrière en NBA. Je dis pas que c'est mort, je dis pas que c'est terminé, évidemment. Je pense encore comme Yaya, il a une cote, mais on sait aussi que ça peut aller très vite. Et je pense que si Bilal doit rester à Washington la saison prochaine, et moi j'espère qu'il reste en NBA évidemment, faudra pas se louper, faudra pas être blessé, faudra être présent tous les soirs, faudra montrer surtout pour du coup boucler la boucle. Si tu as une équipe de Washington qui est dès l'année prochaine plus performante de par l'arrivée des joueurs majeurs qui ont été évoqués. Donc, je pense que pour Bilal, je pensais déjà que cette saison était une saison de transition pour sa carrière, c'est peut-être un grand mot, mais pour les années à venir au NBA, je continue à penser ça. Moi, j'ai une question pour Jérémy sur Bilal Coulibaly. Est-ce que pour toi, c'est un joueur option 1, voire 2 d'une équipe, ou est-ce que c'est un role player? Option 1. Ah, clairement, ouais, franchement. En NBA, tu le vois, lui, dans une équipe qui joue le titre. Ah non, pas dire, ok, c'est mon équipe. Pas qui joue le titre, ouais. Ouais, ok. Ça, ouais. Mais quel curseur tu mets, Yannick? Une équipe qui vise quoi? Qui vise un top 6, tu vois? Ouais, une équipe qui, c'est-à-dire que n'importe quelle franchise dise, ouais, moi si j'ai ce gars, je peux construire autour de lui et c'est mon franchise player. Tu vois, top 1, c'est ton franchise player. Mais personne, personne va dire ça. Player, ouais, c'est ça. Parce que pour moi, je pense que on enlève le côté français. Je pense que au mieux, c'est une option 2 dans une équipe mid, type Orlando, tu vois, les équipes 6, 7, 8. Et pour une équipe qui veut être contender, c'est une option 3, voire une option 4. C'est un role player. Mais c'est mon avis. Après, il a que 21 ans. Hein. C'est jeune encore. Hein. Et quand il n'est pas blessé, franchement, voilà, ça progresse encore. Non blessé. Voilà, le problème, c'est les blessures chez Bilal. C'est clair. On va enchaîner avec la dernière partie, si vous voulez, messieurs, de l'émission. Et du coup, on va profiter de ta présence, Jérémy, pour faire... alors, on va se permettre des petits trophées un petit peu. Donc, les trophées bleu, blanc, dunk. Comme ça, c'est pour faire évidemment référence à ton média. Avec quelques petites catégories. Alors, il y a des noms qu'on aura abordés évidemment dans cette émission et d'autres peut-être qui reviendront, qu'on balayera rapidement. Dans les catégories, du coup, qu'on t'a proposé de réfléchir un petit peu. Donc, tu as le MVP de cette saison d'un point de vue français, bien évidemment. La bonne surprise, la mauvaise surprise. Et après... moi, c'est celle-là que j'attends le plus particulièrement. Le joueur le plus proche d'avoir un rôle majeur dans une équipe, hors, évidemment, Victor Wembanyama. Donc, en fait, ça va un petit peu avec la question qu'avait Yaya sur Bilal à l'instant. Mais on prendra quelques minutes pour cette dernière rubrique. Le MVP, Jérémy, bon, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Bah, Victor, forcément. Bon. Je pense que là-dessus. Moi, j'aurais dit moi, mais bon, ok. Non, on parle des joueurs, on parle des joueurs évoluant en NBA, Yannick. C'est vrai que j'ai pas mis le contexte au début. Bon, je pense que tout le monde avait compris, sauf toi, évidemment, mais. Ouais, d'accord, ok. On n'a pas le droit d'être de mauvaise foi, d'accord, ok, bon. Non, mais ouais, là, c'est vraiment être de très mauvaise foi, parce que même si on disait le MVP de l'équipe N1, tu te mets MVP, toi. Oui. Ah ouais. Bah oui. On va discuter, on va couper, on va discuter. Mais je te fais de telles passes décisives, Chris, que je te fais tellement briller que comme Hoop, on connaît ta détente légendaire. Allez, la bonne surprise. Alors, moi, perso, j'ai mis 2 noms. Jérémy, t'as mis lesquels, tiens? Moi, j'en ai mis qu'un. La bonne surprise, c'est Maxime Reynaud pour moi. Voilà, c'est vraiment la bonne surprise de cette année. Ok. Yaya, t'es raccord. Alors, je pense bien que t'es raccord, mais est-ce que toi, t'as un autre nom qui te vient pour Vas-y. C'est mon X de cœur, Diawara. Bah, moi, c'est ce que j'ai mis aussi. Alors là, c'est sur une fenêtre beaucoup plus courte que sur l'intégralité de la saison. Mais c'est histoire de mettre un petit big up, entre guillemets, même si ça se dit plus, ça met à Mo Diawara. Parce que, non, mais franchement, dans cette équipe d'Enix là, qui ambitionne quand même quelque chose à l'Est,
il peut avoir sa place, du temps de jeu, des minutes et un réel impact. Et on sait qu'en plus, chez les Knicks, tu peux avoir des sujets à blessure quand même. Ouais, et puis enfin un Français qui marche au Knicks, quoi. Ouais, donc c'est vrai. Il devient un peu. Et là, côté réseaux sociaux, c'est pareil, c'est mode chouchou, Mohamed. C'est vrai. Ils ont beaucoup de chouchous comme ça parce que du côté du Madison, à partir du moment où tu te jettes sur les ballons, tout ça, tu peux vite devenir. Et il a su. En fait, c'est pareil. Il était à Cholet l'année dernière, il était dans un effectif pro. Il sait comment ça se passe, la hiérarchie, tout ça. Il va pas arriver en disant, ben moi, je veux prendre tant de tickets shoot. Le truc, c'est que il suit ce que dit le pseudo coach qui est Mike Brown, voilà. Mais il suit la hiérarchie de l'équipe et tout ça, et il fait le sale boulot. Tout à l'heure, je parlais de cachet. Lui, il peut défendre du poste 1 à 5, ce qui est vraiment demandé en NBA. Il a des grands bras. Il met dedans sur ses shoots à 3 points. Voilà, donc. Attention, c'est fragile parce que c'est qu'une saison. On sait que ça peut. Il n'a pas assis son statut, mais ça va être quelque chose à suivre et je trouve que c'est plutôt pas mal. Carrément. Donc Maxime Reynaud, évidemment, bonne surprise, et donc la petite dédicace pour Maud Diawara du côté de New York. La mauvaise surprise, Jérémy, qui tu nous as mis? On en a parlé, c'est Zachary Rizaché. Ouais, je pense qu'on est raccord. Moi, j'avais plus. Ouais, on est d'accord. J'avais un autre nom aussi pour comme ça continuer à balayer un petit peu. On en parlait avec, tu disais, enfin un Français qui performe au Knicks. Gershon, parce qu'il faut pas oublier la première partie de la saison. Ça a été très compliqué pour Gershon Yabusele. On sait qu'il il avait déjà tenté son expérience NBA, il était reparti en Europe, il est revenu via Philadelphie. Ça avait bien fonctionné. Il est parti au Knicks, il a tenté le Paris Knicks. On était assez nombreux à penser que ça pouvait fitter. Pas tous, mais une bonne partie quand même. Il faut pas se cacher. Complicado, voire très complicado pour Gershon. On en avait parlé, Yaya, dans la première partie de saison, nous, dans N1, combien de fois on était dubitatif, déçu, en colère, triste pour la situation de Gershon et de la façon dont il était utilisé. Et quand on voit maintenant qu'il est à Chicago, on a un temps de jeu qui explose. Tu vois, juste, je donne le chiffre et je te laisse la main, Yaya. En janvier, avec New York, il était à 7 minutes de temps de jeu. Ça vous donne une estimation du peu d'utilisation qu'il avait, et au mois de mars avec Chicago, il est passé à 24 minutes de temps de jeu. Donc, une explosion significative. Donc pour moi, voilà, pour parler de saison dans la globalité, Gershon en déception à New York, en mauvaise surprise, il fallait qu'on l'aborde. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, il signe, le coach n'était pas connu. Il signe avant le coach. Mauvaise chose. Premièrement. Deuxième chose, le problème, c'est qu'il est atypique par rapport à la NBA. En fait, il n'est pas capable de se mettre dans à 3 points, attendre et prendre un shoot à 3 points. Donc, il est là pour défendre fort, lancer du jeu de transition, et ce qui n'est pas le jeu des Knicks aujourd'hui. Donc, rien n'allait. Il a réussi à négocier un trade. Il a accepté de baisser son salaire pour pouvoir partir. Et puis, l'année dernière, il fait une bonne saison, mais dans une équipe qui tank. Là, il se retrouve dans une équipe qui tank. Le problème pour Gershon Yabusele, c'est que il est trop petit pour jouer sur le poste 4 et il n'est pas assez rapide pour jouer sur le poste 3. Il n'a pas de shoot. Enfin, il n'a pas un shoot, il peut pas se créer un shoot. C'est compliqué. Lui, typiquement, c'est le joueur très fort en Euroleague qui ne peut pas transférer vers la NBA. Moi, ça me coûte de le dire parce que c'est un joueur que j'adore. Mais c'est un joueur d'Euroleague. C'est pas un joueur typé NBA. Après, c'est pas du tout offensant de dire que tu es un joueur d'Euroleague. Hein. Non, mais tu vois, il faut. Je vais même te dire un truc. S'il veut vraiment gagner très bien sa vie, il revient en Europe. Il aura ses 10 millions de dollars la saison qu'il n'aura pas en NBA. Donc, moi, c'est ça. Et ça me coûte de le dire parce que moi, j'étais vraiment content qu'il signe chez les Knicks. J'aurais aimé, mais il n'était pas dans le truc. Il n'était pas dans le. Le problème de la NBA, c'est que c'est une spécialisation où il n'a pas cette spécialité ultime.
Tiens, Jérémy, tu as un petit mot peut-être sur la situation de Gershon, de ce que tu as pu en voir cette saison? C'est compliqué, mais Gershon, c'est un mec, un pro, mais alors jusqu'au bout des orteils, des doigts de pied, de tout ce que vous voulez, des mains, des ongles. Et en fait, ce que j'adore, moi, dans une carrière comme ça, c'est la remise en question qu'il est capable de faire. Donc, il s'est tu, il a rien dit, il a pris, il a encaissé au Knicks. Moi aussi, j'y croyais. Et franchement, j'aurais adoré que ça marche. Et puis aux Bulls, ben voilà, tu l'as dit. Là, en ce moment, il fait des beaux matchs, il signe des doubles-doubles, il revient. Alors oui, c'est les Bulls, comme les Sixers l'année dernière. C'est sûr que c'est pas contenders, etc. Mais moi, je pense quand même qu'il a une place à prendre en NBA. Alors oui, c'est difficile. Ses capacités sont pas, comme tu dis, vraiment dans des cartes qu'on coche en NBA. Mais voilà, puis l'humain, il est absolument incroyable. Donc on a juste envie juste être derrière lui, puis envie que ça marche, quoi. Yes. Oui, mais c'est ce que je dis. Malheureusement, la réalité. Ouais, bah oui, c'est compliqué. Il peut être sur le banc d'une équipe, mais il faut qu'il trouve un coach qui voit sa spécificité et qui arrive à le magnifier. Et le problème, c'est que quand tu es un joueur 6, voire 7, 8, le coach, il va pas créer des systèmes rien que pour toi. Dernière catégorie de notre émission, de nos trophées. Donc, le joueur, donc français évidemment, le plus proche d'un rôle majeur hors Victor Wembanyama. Qui tu nous as mis, Jérémy? Ben moi, j'ai mis quelqu'un qu'on n'a pas encore parlé. C'est Moussa Diabaté au Charlotte. Parce que voilà, je trouve que cette année, il prend vraiment de l'ampleur. On voit qu'il commence vraiment, avoir une vraie place. Et quand il est dans le 5 majeur, les Charlotte gagnent. Et franchement, Charlotte cette année, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Ils sont dans le play-in. Mais voilà, moi je trouve que Moussa, il peut avoir son vrai rôle au Charlotte. Ouais, moi je suis d'accord. J'ai mis Moussa Diabaté aussi, même si je pense que pour le développement de la franchise Charlotte Hornets, il va falloir aussi, faudra passer par peut-être un autre type de joueur, mais il a déjà sa place et il aura sa place. C'est vraiment pour moi le joueur qui peut, alors rôle majeur, je sais pas, mais avoir un vrai rôle dans une équipe qui a un vrai projet de reconstruction. On espère enfin que chez les Hornets, il y ait une volonté de vouloir reconstruire quelque chose. Yaya, tu dodelines la tête avec ta petite bouche en forme de mou. Pourquoi donc? Et rapidement, s'il te plaît, Yaya, parce que là, l'émission, la Melo Ball, voilà, tu peux rien faire quand t'as un joueur comme ça, tu peux rien faire. Bah voilà, non mais à un moment, faut appeler un chat un chat. Tu peux rien faire. Voilà, c'est le problème majeur de Charlotte. T'as un numéro 0 aussi, moi, qui me gêne particulièrement, mais. Non mais ça c'est encore autre chose. Ça. Bref. Bon, c'est ça qui m'embête moi du côté. Mais après, je suis content pour lui, mais. Et après, le petit français, j'aimerais bien qui est là-bas, qui est dans un marasme, Salon, talent. C'est compliqué pour lui. Mais ouais. Ok. Pour moi, je vais quand même le dire, mon joueur. Oui, bien sûr, pardon. On en a parlé. Pour moi, c'est Bilal Koulibaly. Moi, je suis persuadé qu'il peut bouger de franchise dans une franchise qui est sur une bonne dynamique, qui peut, tu vois, qui monte. Ça peut être vraiment intéressant de voir ce joueur. Donc, j'ai hâte de voir ça. Bon, nickel. Alors voilà, comme on avait dit, on n'a pas évidemment abordé tous les joueurs français, mais on a fait un bon petit panel, je pense quand même. On a essayé d'évoquer quelques-uns quand même. Ah bah oui, je pense qu'on a abordé quand même pas mal de. Il y en a qui sont à regarder, Sidi Sissoko, Noah Panda, des joueurs comme ça. Il y en a d'autres, mais voilà, on a juste effleuré. C'est ça. Et vous, de toute façon, vous retrouvez tous les chiffres, tous les éléments, toutes les stats sur le compte Twitter Bleu Blanc Dunk de Jérémy, sur le site internet aussi bleublanc-dunk.com. On vous invite encore à nouveau à aller, ne serait-ce qu'aller voir, par curiosité, aller voir le site, aller follow évidemment le compte X, comme tu l'as dit Jérémy. Toi, c'est pour le plaisir et aussi pour pouvoir donner cette information aux gens là. Tu nous as tout expliqué tout à l'heure, donc allez-y, un petit follow, ça vous prend une demi-seconde et ça fait toujours plaisir à la personne qui bosse derrière. Donc, on peut que vous inviter à faire ça. Et déjà, nous, on va surtout te remercier, Jérémy, d'avoir pris le temps d'être avec nous dans cette émission-là. Un grand merci à vous, c'était super sympa. J'espère que ça aura plu à tous les auditeurs et les auditrices.
Bon, bah merci Yaya aussi évidemment. Bah merci à vous deux. Yes, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à aller follow donc le compte X Bleu Blanc Dunk, le site internet bleublanc-dunk.com, nos réseaux sociaux à nous aussi, N1 sur Twitter, N1 le podcast sur Instagram, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bonne semaine à vous, ciao. Ciao.